31 juillet de chaque année, nous célébrons la Journée internationale de la femme africaine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Écho du Palais. Pour nous, cette célébration, nous allons la circonscrire aux questions liées aux violences domestiques. Et nous recevons pour ce faire Madame Sissi Safir Gizanza, psychologue de son état, mais elle est également experte en question de justice pour l'enfant. Madame Sissi, bonjour. Bonjour, Madame Chantal. Et bienvenue à Écho du Palais. C'est un énorme plaisir de vous recevoir une fois de plus sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, comme nous le disions tout à l'heure, nous célébrons ce 31 juillet 2025, la journée internationale de la femme africaine. Et nous, en tant qu'Africaines, justement, nous avons choisi de circonscrire cette question sur les questions relatives aux violences domestiques. Et que dit la loi? Comment procéder pour pouvoir recouvrer ces droits? Y a-t-il une procédure à suivre pour se faire reparer lorsqu'on est victime de ces violences domestiques? Eh bien, c'est toutes ces questions que nous allons essayer d'aborder au cours de ces 30 minutes qui nous ont offerts par votre chaîne Congo 26 Télévision. Sissi Gizanza, cette célébration de la journée internationale de la femme africaine, elle est citée parmi tant d'autres célébrations. Et est-ce qu'on peut retirer quelque chose de ces célébrations? Est-ce que ça apporte un plus ou bien c'est justement une routine à laquelle les femmes ou les mouvements des femmes se sont adonnés justement pour pouvoir se retrouver, fêter et se rappeler juste qu'on est femme? Ou bien y a-t-il quelque chose, un plus-value que l'on peut soutirer dans ces célébrations des journées internationales de droits de l'homme? Merci, Madame Chantal. Merci encore pour une fois de m'avoir reçu sur votre plateau pour parler des questions liées à la femme. Aujourd'hui, on parle de la violence domestique. J'aimerais qu'on parle d'abord des festivités liées à la femme. Est-ce qu'elles sont justifiées? Justement, nous allons revenir. On commence d'abord par ces pratiques qui deviennent de plus en plus courantes parce qu'on attend que ce jour pour pouvoir se rappeler, tiens, on est femme. Bon, elle se justifie, je crois qu'à cause de on n'est pas parlé de la rébellion de la femme, de l'éveil et de la révolte. Et ça dépend des femmes, ça dépend des couches, des us et coutumes d'ailleurs, où les femmes se sentent marginalisées, violées dans leurs droits, et elles poussent des cris d'alarme, des cris de secours. Je crois que c'est ça qui justifie toutes ces fêtes. Moi, je pense qu'elles sont justifiées, bien faites ou pas, mais la femme se doit de crier encore plus fort parce que c'est vrai que c'est parmi les personnes, sinon l'entité blessée au niveau des droits. Et elle n'a que ce moyen-là pour revendiquer ses droits. C'est ce que je pourrais dire par rapport aux festivités. Parce que l'on estime quand même certaines personnes, ou bien certaines langues, disent que ces journées ont lieu, place d'éveiller les femmes à devenir consciencieuses sur ce qu'elles valent dans la société. Ces journées, pour certaines femmes quand même, révoltent les femmes à ce que les femmes deviennent désobéissantes, par exemple. Comment vous jugez cette appréhension des choses? Ces journées prises comme sensibilisation, comme journée de sensibilisation, ce serait des béquilles données aux femmes de bien présenter leur situation. Ce n'est pas interdit, on a même vu des hommes réclamer leurs droits. Comment le faire, bien parler. Parce que si la femme est réellement sensibilisée, elle connaît bien ses droits,
On ne réclame pas quelque chose qu'on a déjà. Donc, si elle réclame bien ses droits, elle aurait des réponses par rapport à ça. Qui est violée? Celle qui se dit voler ses droits. Mais celle qui est rassasiée, pourquoi elle sera en train de réclamer? Moi, je pense qu'elles peuvent réclamer si elle est bien sensibilisée, elle connaît ses droits. Et elle a le droit, si je peux me permettre la tautologie, elle a le droit de réclamer ses privilèges. Et de rappeler aussi au gouvernement ses engagements internationaux, lui rappeler sur les engagements pris pour la protection de la femme, par exemple, rappeler au gouvernement qu'il doit respecter. Parce que l'on décrit quand même la multiplicité des signatures, ça et là, mais arrivé au moment de la mise en œuvre, ça pose quand même problème. Bon, la femme qui crie, c'est celle qui est désarmée. C'est celle qui est désarmée, celle-là qui est armée et utilise son arme, la met en pratique. Elle peut être utile au niveau de la société. Elle peut donner à la société. Il faudrait reconnaître que la femme est une personne très forte. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui sont en tête. On parlerait aujourd'hui, on a des ministres, d'ailleurs la première ministre, c'est une dame. Elle est en train de prendre ce pays, de soutenir tous ces hommes-là qui sont là. Et à la Banque centrale, jusqu'hier, c'était une femme. Bon, voilà. Plusieurs ministères qui sont gérés par les femmes, donc ça redonne quand même la force aux femmes de pouvoir continuer à crier, parce que nous sommes dans une société où on ne va pas nous offrir quelque chose sur le plateau. Il va falloir travailler aussi durement pour pouvoir obtenir ou mériter au même titre que les hommes. Mais les portes sont ouvertes avec la masculinité positive. C'est sur le plateau, comme vous le dites, quitte à nous, quitte à chaque femme de se servir. Elle est capable de le faire. C'est pourquoi je parlerai d'une femme qui pleure, qui n'a pas d'armes, qui est désarmée. Mais si elle en a, qu'elle s'en serve. Et c'est à ce moment-là qu'elle sera utile. On parle déjà des violences domestiques. Or, lorsqu'on voit domestique, on voit la maison, on voit la famille, là où la femme est censée être protégée. Mais si déjà la femme crie à ce niveau-là qu'elle a été violée, et là, ça devient déjà un problème. Il faudrait aussi dire qu'il y a plusieurs formes de violence. Oui, là, vous avez déjà abordé la deuxième question. La question qui allait suivre, justement, et c'est celle de violences domestiques. Et justement, pour la lanterne de ceux qui nous suivent, il faudrait bien savoir comment définit-on, par exemple, les violences domestiques. Est-ce que les femmes, est-ce que les jeunes filles, est-ce que même les hommes ou les enfants peuvent subir aussi ces genres de violences domestiques? Et comment on peut les définir d'abord, d'entrée de jeu? Bon, les violences restent violences. Moi, je m'attelle sur domestique. Alors, on voit déjà la famille, on voit la maison, on voit un endroit où la femme se doit d'être protégée, mais elle est exposée, au contraire. Et il faudrait parler aussi des violences basées sur le genre. Ce n'est pas seulement les femmes qui ont des problèmes domestiques. Il y a des femmes qui font subir à leur mari des violences. On peut parler des violences verbales, psychologiques, physiques, des violences, même les violences sexuelles. Dans le mariage, il y a des violences sexuelles parce qu'il y a trop de sexe, soit parce qu'il n'y a carrément pas de sexe. Ce sont des formes de violences sexuelles. Une femme qui se plaint, l'homme ne veut pas qu'ils puissent conjuguer ensemble, et pourtant c'est un droit. C'est un droit. Même la femme peut aller rester en justice pour ça, et même l'homme, lorsque son partenaire ne veut pas consommer le mariage. Il peut rester en justice par rapport à ça. C'est un droit. C'est un droit. Alors, lorsqu'on ne le donne pas, justement, ça devient aussi une forme de violence sexuelle aussi, parce que on parle de sexe qui n'est pas servi et qui serait un droit pour un partenaire. Donc, sinon, les gens seraient figés sur la violence domestique faite à la femme, pendant qu'il y a des hommes qui subissent des violences domestiques. Il y a des femmes carrément
qui refusent de servir à leur mari. Pas seulement ça, mais il y a de ces hommes-là qui, peut-être à cause de réalités professionnelles, n'arrivent plus à nouer les deux bouts du mois et ils ne bénéficient plus du respect de leur femme au motif qu'ils ne peuvent plus prendre en charge comme il se doit leur foyer. C'est aussi une des formes de violence domestique que peuvent subir les hommes. Oui, il y a des femmes qui volent l'argent de leur mari. Et vous voyez le mari se plaindre, mais bon, qu'on fasse quoi? Est-ce qu'on doit parler des violences dans le milieu conjugal? Vous avez parlé déjà là de la connaissance des droits d'un chacun. Est-ce qu'on doit parler des violences au niveau conjugal? Un endroit où doit régner la paix et la compréhension. C'est déjà difficile à une femme d'ester en justice contre son mari. Et même pour deux personnes qui se sont aimées quand même. Et même l'inverse, surtout quand il y a des enfants. Surtout quand il y a des enfants. Mais en quel cas peut-on finalement se décider de pouvoir entamer ou enclencher une procédure judiciaire en cas de violence domestique? Aux extrêmes, 6 meurtres peuvent s'en suivre, surtout avec des causes et blessures. De menaces de mort? Les homicides involontaires, quelquefois volontaires d'ailleurs. Oui, oui, on a vu ce genre de cas de violence. Là, il faut dénoncer. Mais en cas de violence non violente, comme il y a une dame qui a saisi la justice pour inceste. Ok. Ce n'est pas une infraction chez nous. L'inceste n'est pas une infraction chez nous? Non, pas du tout. En tout cas, entre adultes, ce n'est pas une infraction. Peut-être au niveau coutumier, et on le règle à ce niveau-là. Mais si ça prenait une forme d'adultère, en cas de flagrant surtout, là c'est l'adultère qu'on frappe, ce ne serait pas l'inceste. Donc là il faudrait aussi parler de la formation, des droits, des lois, des us et coutumes, dans des formats. Il y a certains hommes qui disent que bon, moi si Aïbinga Mbongo, bon, Azwanaï. Si au niveau conjugal, le partenaire se dit pas violé du tout, on ne sait pas insister, on ne sait pas forcer, imposer, non. Ça peut rester une forme de violence. Mais quand ce n'est pas dénoncé, c'est accepté. C'est ça le mal au niveau domestique. Au niveau domestique, surtout en ce qui concerne les couples, c'est compliqué. Un mari qui impose à sa femme d'avorter. Voyez un peu dans quoi nous sommes. Que mort ne s'en suive pas. Sinon, c'est la grande famille qui s'en mêle. Mais et il y en a même de celles-là qui ont eu à accoucher. Elles tombent enceintes dans le mariage, bien sûr, et l'homme rejette la responsabilité totale à la femme. Et jusque même à l'accouchement, l'homme ne s'intéresse même pas. Oui. C'est une torture double. Oui, ce sont des formes de violence domestique. Il y a des violences passives, non dites, silencieuses d'ailleurs. Il y a des femmes qui cachent des choses par respect pour la famille, pour l'enfant. Il y a beaucoup de formes de violences domestiques. Je dirais que quand la femme souffre, ne se retrouve pas complètement au niveau de ce mariage, pour ne pas dire qu'elle n'est pas heureuse du tout, et le mariage devient un mariage sanction, comme on le dit, mais qu'elle fasse quoi? Qu'elle divorce, qu'elle se sépare du mari, dire que déjà le divorce n'est pas un remède comme tel. Donc, parlons de... Pourtant, aujourd'hui, le divorce, c'est vrai qu'on ne s'éloigne pas du thème principal, le divorce occupe aujourd'hui une place importante comme étant une affaire qui est vraiment abondante devant les tribunaux. Bon, vu de loin, il y a de ceux-là qui envisagent le divorce comme une solution. Mais l'État congolais ne l'épouse pas complètement. Les lois, surtout quand il y a des enfants. On cherche par tous les moyens à trouver une solution pour que les gens puissent rester ensemble, surtout quand il y a des enfants mineurs. Et la plupart des femmes qui ne divorcent pas justement, si vous pointez au fond, vous allez comprendre qu'elles ont des problèmes sociaux, je voudrais dire. Il a un problème d'argent, elle ne sait pas là où aller, elle subit le mari, elle subit le sort. Mais quand la femme est équilibrée,
socialement, elle a un travail, elle quitte. Elle quitte l'homme. D'où la raison d'être aussi de ces célébrations pour rappeler à la femme qu'elle doit utiliser tout ce que Dieu a eu à mettre en elle, étudier, s'équiper pour d'éventuelles réalités de la vie de couple aussi. Là, je vous rejoins pour dire, surtout en tant que servante de Dieu, la femme doit être vraiment indépendante. Au fait, la femme est une solution, c'est un partenaire solution. On l'appelle aide au niveau de la Bible. Donc, elle doit être bien équipée. La femme devait venir en solution. Donc, quand on apprend à la femme que tu dois dépendre complètement de l'homme, là, c'est là où déjà ça blesse. Elle attend complètement de l'homme. Quand elle est veuve aujourd'hui, c'est fini. Et pourtant, elle devait être déjà assez équipée pour prendre la charge. Déjà, il y a des femmes qui prennent la charge de la maison, même avec un mari à côté. Rendre les femmes indépendantes. Le 8 mars de l'année passée, on a parlé de l'autonomie encore de la femme. Les formations sont là. Avec les machines aujourd'hui, l'Internet, la femme peut se former, apprendre. Et pourtant, elle est une entité complète, kit complet. C'est ça aussi. La femme doit se savoir qu'elle est capable. Qu'elle est capable, comme l'homme, au même titre que l'homme. D'où les formations, les sensibilisations. C'est une personne forte. Elle peut tout. Donc, c'est ce qu'on peut dire. Et donc, une femme qui subit des violences domestiques, par exemple, elle ne peut rester en justice que lorsque sa vie serait peut-être menacée ou lorsqu'elle serait victime de coups et blessures ou des menaces de mort, par exemple. Elle peut dénoncer par devant les cours et tribunaux pour se faire réparer de ce droit qui sont violés, justement. Oui, oui. Il va falloir que la femme parle. Elle doit parler, elle doit dénoncer. La femme a tendance à dénoncer l'adultère. Au lieu de dénommer, oui, oui. Donc, pourquoi? Oui, vous voyez un peu. Elle peut accepter les coups et blessures, oui, mais elle ne peut pas admettre l'adultère. Oui, oui. Co-épouse, rivale, là, elles sont pleines au niveau des tribunaux. Quand elle en a marre, les coups et blessures, elle vous parlerait des coutumes. Et pas n'abuser, elle a un problème. Et puis c'est sa maman qui lui dit déjà. Et ça, comment on dit, pili pili? Mungoya libala. Alors là, quand la femme refuse de porter plainte, qu'est-ce qu'on fait? Les cours et tribunaux sont désarmés par rapport à ça. Donc le remède ou bien la solution en cas de violence domestique, il faut impérativement que la femme puisse dénoncer. Parce que là, je ne vois pas le ministère public venir, par exemple, faire une intrusion dans un couple pour pouvoir constater ces violences ou ces infractions qui y aurait, par exemple, entre couples. Il va falloir que la personne qui subit, l'homme comme femme, puisse pouvoir s'exprimer. Oui, oui, elle doit s'exprimer. Et même sur les enfants, il y a un père qui a pratiquement tué son enfant après des coups. Angalima, la dernière fois, on a suivi. Donc, quand vous avez un mari violent, il tape sur les enfants, sur vous. Et il faut dénoncer. On peut le maîtriser. Ce n'est pas qu'on veut vous séparer, non. S'il est suivi, et avec des conseillers conjugaux, il peut s'arrêter, il peut comprendre, prendre conscience que là, il y a des limites. Mais est-ce qu'on peut accorder une chance à ce couple qui s'est présenté devant les cours et tribunaux pour dénoncer certaines violences domestiques? Est-ce qu'on peut accorder une chance de cohabitation paisible dans le futur pour ce genre de couple? N'est-ce pas que lorsqu'on vient déjà devant un tribunal, il y a déjà des mésententes parce qu'on a besoin d'un juge pour nous départager? Est-ce qu'on vient devant le juge? Est-ce une part belle pour la suite ou la quiétude de ce couple-là par après? Non, il y a toujours une solution par rapport à ça. Si déjà une femme ne sait pas dénoncer son propre père, il trouve toujours des raisons, des solutions au forfait peut-être commis par son propre père. C'est ce que nous, on conseille souvent aux femmes. Vous tolérez, piakaya papa na yo, vous tolérez, mais ya mobali oboyi na yo.
Donc, la femme joue un rôle extraordinaire dans le mariage. Elle peut encaisser, elle peut supporter, elle doit conseiller. Elle est prête à accepter l'handicap de son propre père, mais jamais de son mari. Parce que justement, l'infidélité de son père, mais pas l'infidélité de son mari. Parce qu'il y va en guerrier en guerrière qui a droit. Or, le mariage, on y va pour construire et pour donner. Lorsque tu es armé avec cette idée d'aller au mariage pour prendre ce que tu as manqué chez ton père, là, ça va déjà. Ça va mal. Ça ira dans tous les sens. Lorsque l'homme va te présenter, qu'il lui fait ça, son défaut est là. Alors, tu es prête à supporter les défauts de ton père, sinon de le couvrir, mais pas de ton mari, du père de tes enfants. C'est pourquoi la femme souffre. Parce qu'elle se dit, j'ai été privée de mon droit. Un droit qu'elle peut donner, qu'elle réclame, mais ailleurs, quand il s'agit de sa famille, elle s'est dit non. Elle s'est dit non, je peux couvrir. Elle conseille même à sa maman, maman Fandakak. Fandakak. C'est cet aperçu que nous devons combattre. On sensibilise les femmes. On sensibilise vraiment les femmes. De la même manière, tu peux avaler et digérer les faiblesses de ton père. Si tu peux le faire et garder ton mari comme tel, tu peux sauver ton mariage et sauver le bateau qui est la famille et assurer l'avenir des enfants, surtout des enfants mineurs s'il y en a. C'est dans ce sens-là. C'est pourquoi aujourd'hui on parlerait de Bamama Nabiso Akala. Bafani na mabala ti bakokisi ba 50 ans de mariage. Nous on ne tolère pas parce qu'on va dans le mariage pour prendre, pour cueillir. Ce que j'ai manqué ici, je dois le voir ici au mariage. S'il n'y en a pas, alors je rentre chez papa. Moi, je pense que c'est une réflexion injuste. Ça n'aide pas beaucoup. Là, je parle en tant que servante de Dieu. Il faudrait voir les choses dans tous ces sens-là. D'autant plus qu'il s'agit de la famille. Oui. Donc, tu dois aller protéger, prendre en charge, donner. Le mariage est c'est parmi les structures où la femme doit aller donner ce qu'elle a appris chez son père. Pas prendre quoi que ce soit là-bas. Ce qui est zaté. Ce qui est zaté. Par tes propres mains. Alors, celles-là qui y vont, que ngane na ke ko bongisa dibala na ke ko bongisa mobali na ke ko pesa e forme ba umela. Mais ça bien mibali musu balinga rapé forme ngote maman. Wana pe to lebe yango pe na cadre kaka ya qui maman pasteur te maman Zouzi Pet. Il y a aussi de ces hommes là qu'on n'aide pas. Tu fais de tout ton mieux, tu t'humilies, tu t'agenouilles même pour que les choses aillent bien, mais il y a de ces hommes quasiment impossibles à vivre. Bon, je ne serai pas tellement de cet avis-là, à moins que ça dégénère dans ce sens, comme on vient de le dire, mortel. Mais Moutouata a un modèle niniwana à Kitarakak. Avec le temps. Avec non seulement le temps. Mais pendant ce temps, la vivre n'a eu moins heureuse, problème exact, mais avec le temps va résoudre beaucoup de choses. Bon, ça dépend. Bon, être heureuse dans ces structures-là, ça dépend d'une femme à une autre. Moi, je connais des femmes, à Lingina, Babetakae, base à la 3-4, bon, Azo s'est retrouvé naï. Donc, ça dépend le bonheur dépend d'un chacun. La lecture du bonheur dépend d'un chacun. Et même la lecture de la violence. Si elle estime qu'elle n'a pas été violentée, on ne l'impose pas. On ne lui impose pas. On passe outre. C'est qu'on refuse, c'est qu'elle tombe dans la dépression. C'est ça, qu'elle tombe dans des cris silencieux. Si elle n'accepte pas ce qu'elle voit devant elle, elle commence à regretter ce mariage. Là, psychologiquement, c'est fini. Il faudra amener à la femme et à l'homme d'accepter ce mariage-là. Nous avons accompagné des femmes qui, Babalani, 6 mois après, Mobile a fait l'accident à côté de la chaise roulante. Et elle ne sait pas même avoir des rapports avec son mari. C'est un mariage. À Boti pété. Donc il faut supporter cela. Donc il y a plusieurs cas. Si tu acceptes la situation, tu es heureuse. Si tu ne l'acceptes pas, c'est là où commencent les problèmes. C'est quand on dit non qu'on voit le divorce comme solution.
quand on dit non, assez. Là, on ne sait plus foncer sur son travail. Nous, on dit souvent, Koulouna a 63 ans à Zalarate, Chegepe a 63 ans à Zalarate. C'est-à-dire même le temps guérit ces choses. Vous voyez des couples qui, hier, jadis, mais Bafandi na bango, parce qu'ils ont compris. Et ils ne sont pas dupes. Vazo, c'est Kaba jeune. Nous, on est passé par là aussi. Wow. On a franchi les murs et on est de l'autre côté du mur et maintenant ça va. Mais comment vous le communiquez si vous pouvez comprendre aux jeunesses? Donc c'est à ce niveau-là. Maman Pasteur. Ok, nous revenons dans la science. C'est vrai que c'est une symbiose. Nous revenons toujours par rapport à ce thème principal qui est la célébration de la journée internationale de la femme africaine qui est célébrée le 31 juillet de chaque année. Et donc, parlons de violences domestiques. Nous avons aussi cette catégorie des personnes dans la société qui subissent aussi ce genre de violences domestiques ou dans le milieu scolaire. Il s'agit bel et bien de ces jeunes filles qui arrivent à tomber enceintes pendant le parcours scolaire. Et pour votre information, ou certainement vous le savez déjà, amis téléspectateurs, qu'il y a eu une décision émanant du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté autorisant l'admission des filles enceintes dans les établissements scolaires, et cette décision appelle même les chefs d'établissement à pouvoir accorder à ces enfants, à ces filles qui tombent enceintes, de pouvoir poursuivre leurs études sans aucune inquiétude. Vous êtes psychologue, vous êtes spécialiste en questions pour l'enfance. N'est-ce pas là une part belle à une certaine légèreté sexuelle qu'on a eu à donner aux filles ou aux jeunes, puisqu'ils doivent consommer leur sexualité à temps? Bon, la sexualité émane du ciel que ça blesse. C'est lui qui veut. La sexualité est divine. Là, je parle en tant que servant de Dieu. Et ça commence à 12 ans. Déjà, l'enfant sent qu'il connaît les changements. Comment on peut gérer quelque chose qui émane du Seigneur, du ciel? Il faudrait apprendre à accompagner ces enfants-là, car la puberté, c'est une période basique. Soit l'enfant réussit demain, soit il échoue carrément. On ne peut pas combattre la sexualité. Lorsqu'on nous amène souvent les mineurs au niveau des parquets, des juridictions, ils se sont violentés, il a violé. Il faut d'abord savoir, surtout en tant que psychologue, que ce sont des sentiments qu'on ne sait pas mettre en prison. C'est l'enfant que vous emprisonnez. Et même là-bas en prison, il a des pulsions. On ne sait pas arrêter ça. Et si on n'encadre pas cet enfant-là, demain, après son incarcération, il va encore violer. Le problème des violences, surtout les violences sexuelles, surtout au niveau des mineurs, c'est à ce niveau-là. Alors, il faudrait gérer les élèves maintenant, avec ces pulsions que Dieu a mises en eux, et les violences qui sont en train de giser tout autour d'eux, et les tendances, surtout dans les écoles mixtes. Il faut gérer ça. C'est pourquoi, justement, le législateur a élevé les juridictions pour enfants. Ce sont des juridictions de protection. Protéger l'enfant, c'est veiller sur ce qu'il peut faire. L'enseigner, le former sur ce qu'il ne doit pas faire. Lui faire comprendre ses limites. C'est vrai que sous d'autres cieux, dans d'autres pays, moi je dirais qu'ils ont quand même exagéré. Ils ont exposé l'enfant pour lui dire non, non, tu as des pulsions, c'est naturel, faisons ce que tu en veux. Oui. Et c'est là où les bas blessent de l'autre côté. Mais nous savons qu'il faudrait encadrer un enfant quand ça commence. Parce que ça viendra toujours. Toute la vie. Et jusqu'à 70 ans, il y a des vieux qui... Bon, vous voyez ce que ça donne déjà. C'est pourquoi en matière de violence sexuelle, on en appelle vraiment à une formation, à une surveillance et à une protection. Que d'en venir à la décision
de laisser les enfants enceintes à l'école dans les établissements, c'est une très bonne chose. Mais j'aimerais parler d'une grande différence entre la scolarité et l'enseignement. Je pense qu'il faudrait parler de l'accès à l'enseignement pour les enfants enceintes. Parce que la scolarité varie d'un enfant à un autre. Il y a un enfant qui ne voudrait pas aller à l'école grosse. Il y a l'aspect médical qui se pointe. Elle a des vomis, elle a des nausées, elle crache partout. Elle peut violer les autres enfants avec ce comportement et elle peut être violée d'une manière morale, psychologique, verbale, à cause justement de ce même comportement. Est-ce que les autres enfants sont préparés à supporter une voisine qui crache tout le temps? Est-ce que l'enseignant est préparé à cela, à gérer cela? Donc, la grossesse nous dure 9 mois, l'école aussi. Et nous, adultes, nous avons une période qu'on appelle les congés de maternité. Bon, si elle arrivait qu'elle accouche, elle doit avoir droit à son congé de maternité. Ça peut lui prendre 3 mois. Et si elle accouche normalement, si elle est césarisée et elle a 2 bébés de grâce, et il lui faudrait à la maman, la petite maman mineure, de gérer 2 mineurs à son tour et de faire ses devoirs en même temps. Alors, il faudrait vraiment voir sur le contour, est-ce que ce n'est pas exposer une fois encore l'enfant aux violences? Et cette fois-ci, pas un seul enfant, mais 2 enfants, quelquefois 3 enfants en même temps, qui risqueraient d'être violés d'une manière passive, sans pour autant qu'on le sache. C'est pourquoi nous soutenons les autorités pour l'enseignement de l'enfant enceinte. Elle ne doit pas arrêter l'enseignement. Si la scolarité, elle peut supporter cela, qu'elle le fasse. Si elle ne peut pas, elle peut arrêter la scolarité, mais continuer les enseignements à la maison, comme les enfants des cas sociaux. Nous avons les enfants malades, autistes, les anémiques, oui, qui, pour ne pas perdre l'année scolaire, continuent à étudier à la maison. Sinon, on serait obligé d'accompagner les écoles avec les structures médicales. Il y a les infirmiers, les médecins, les gynécologues qui seront tout le temps à côté. Elle peut commencer son accouchement, son travail en classe. Donc, vous avez un élève qui se promène avec son sac. C'est une question qui appelle à beaucoup de choses, qui implique beaucoup de facteurs. Oui, il faudrait, parce qu'il a son journal de classe avec les couches dans le sac. Son carnet de rendez-vous dans le sac. Alors, il faudrait déjà que les écoles se préparent d'abord à ça, pour soutenir des enfants, et puis il y a des parents. Est-ce que les parents n'ont pas na classe? Ce sont les mamans qui n'aiment pas. Déjà, donc, la loi est là, ce privilège est là. Les parents peuvent accompagner mesures où ils encourager, peu importe ce qui peut advenir, que les parents puissent accompagner les enfants aussi dans la mise en œuvre de cette mesure. Privilège, même si elle est grosse. Et puis, il faudrait parler aussi de l'enseignement. La scolarité est liée par le temps, pas l'enseignement. Et puis, ceux qui ont raté l'examen pour ça qui malaise, qui se peine. Est-ce que M. Arobak, c'est là? Point. Point. Non. Parce qu'elle doit aussi mériter, elle doit aussi faire preuve de son intelligence, par exemple, de pouvoir être en mesure de répondre aux épreuves qui seront données à l'école. Ce n'est pas justement parce qu'on t'a admis à l'école que c'est fini, tu passes de classe. Il y a aussi ça, elle doit être mise à niveau, au même diapason que les autres. Et elle ne doit pas sentir cette particularité-là, ni les autres d'ailleurs, parce que ce serait aussi une forme de violence de la part de l'enseignant. Et surtout, enseignant, il faut tenir compte que dans la dernière semaine, elle a des hématomes, makolevimbaka, masque de grossesse, zolevimbaka, est-ce que baninga bandako sekaete? Donc, ils appellent forme et à violence qu'on risque de l'infliger encore une fois. Alors, l'idée est très bonne, mais quand on tourne en gonde, il faut accompagnement, sensibiliser la fille qui est déjà traumatisée parce que violée, aller vraiment au fond pour voir ce qui a à quoi accepter en go ou pas. Mais ce que nous soutenons, c'est qu'enseignement des katanate. Si on peut l'apprendre pendant les vacances pour les enseignements spéciaux,
Mais alors Là, ça, continue, hein. mais là, ça revient. C'est justement le pouvoir qui revient au gouvernement, aux autorités, par exemple, de pouvoir assurer cet enseignement continu à la maison pendant le temps que la fille est à la maison pour des raisons liées à son état, par exemple. Oui, elle peut avoir ses bébés et qu'elle allaite. Elle ne va pas trimballer avec les bébés à l'école. Sinon, elle va en faire entrer les 2 bébés en souffrance aussi. Ceux qui ont eu temps libre, bah, bébé, bah, lali. Alandi cours nae. On a des cours supplémentaires pour les enfants malades à la maison. On a corona ou abana batanga qui na classe. Donc, que de donner une forme qui profiterait complètement à l'enfant. Donc, vous soutenez cette décision qui tombe quand même à point nommé pour l'intérêt de l'enfant, mais aussi de l'enfant qu'il porte. Oui, on doit protéger maintenant les 2 enfants. Là, il n'y a pas un seul enfant qui va à l'école. Il y a 2 à 3 enfants. Donc, elle doit être protégée, suivie, même sur la route. Ça peut la prendre à n'importe quel moment. L'enseignant, le pauvre aussi, c'est un homme. Vous voyez un peu ce que ça peut donner. Donc, il faut faire accompagner cette belle idée de toutes des équipements par rapport à cela. Sinon, on risquerait de frotter un échec. Et pourtant, ils ont ben, parce que la plupart des enfants ont arrêté carrément d'étudier pendant la grossesse et après la grossesse. L'auteur de la grossesse, le garçon, continue à super examen d'état. Mais la fille doit commencer à accoucher et puis à l'été. Et puis, et donc, Madame Sissi, nous sommes à la fin. La réalisation nous dit que nous sommes en train de chuter. Je vais vraiment vous demander si vous avez un mot à dire à toutes ces personnes qui nous suivent, les femmes qui nous suivent, les jeunes filles qui nous suivent, si vous avez un message à leur adresser à l'occasion de cette célébration de la Journée internationale de la femme africaine. Bien évidemment, hein, selon notre circonscription des violences domestiques. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire à nos téléspectateurs. Donc, moi, j'aime toujours parler de la non-dénonciation des femmes. Si vous ne dénoncez pas, on ne sait pas vous aider. Les structures sont là pour aider. Il y a même les ONG, la hiérarchie sont là, les ministres de tutelle, les cours et tribunaux, les tribunaux pour enfants, pour aider l'enfant, pour aider la jeune fille et pour aider la femme. Mais si elle ne dénonce pas, on ne sait pas l'aider. Donc c'est ce que je pourrais dire à la femme. Elle est forte et ce qu'elle peut subir, c'est ce qu'elle veut. Ce qu'elle ne veut pas subir, ça n'arrivera pas. Donc la responsabilité incombe à elle-même, la femme, pour sa protection et son bien-être. Merci beaucoup pour sa protection et son bien-être. La femme doit prendre elle-même, hein, elle doit prendre à bras le corps sa situation, elle doit dénoncer, elle doit parler si elle veut vraiment recouvrer ses droits. Mesdames et messieurs, merci. Vous nous avez suivis de partout à travers les 26 provinces de la République démocratique du Congo, à travers votre chaîne de l'unité nationale Congo 26 télévision, mais également ailleurs partout au monde. Merci de l'attention que vous nous avez accordée. Nous vous retrouvons très prochainement avec un nouveau numéro. Au revoir.